Et notre invité, Franck Anisio, bonsoir. Bonsoir. Député RN des Bouches-du-Rhône. Beaucoup de choses dans l'actualité et bien sûr cet accord entre l'Iran et les États-Unis sur la situation au Moyen-Orient, dont on sait que ça ouvre à tout le moins à 60 jours de discussion et de négociation et de renégociation. Donc, pour l'instant, comme le disait Caroline Baudry très justement dans le journal, beaucoup de zones d'ombre, donc attendons et patientons comment ça va se terminer. Autre chose en revanche, ce qui nous concerne, nous, directement, c'est le prix des carburants. Et Michel-Édouard Leclerc, qui est président du comité stratégique des centres Leclerc, était l'invité ce matin d'Europe 1. Voilà ce qu'il pense de la situation concernant les carburants. Il y aura une baisse des carburants au rythme de la libération des 1200 pétroliers qui sont dans le Golfe Persique et qui devront repasser par le détroit d'Ormuz. Il y a un petit peu de pétrole qui part sur des convois de camions et puis des oléoducs un peu marginaux. Pour que ça baisse vraiment et que ça dure, il faut libérer le détroit d'Ormuz, il faut qu'il soit libre. Bon, alors vous, au RN, vous avez tout de suite demandé au gouvernement de baisser les taxes. Le gouvernement ne l'a pas fait. Et puis finalement, il a fait différents dispositifs, dont la taxe grand rouleur, que beaucoup n'ont pas encore touché. Finalement, le pétrole baisse tout seul. Donc vous n'avez servi à rien au RN. Enfin, c'est plutôt le gouvernement qui a servi à rien dans cette affaire, vous venez de le dire. Il a tourné en attendant que ça passe et ça a fini. Là, on attend la baisse des prix. J'allais dire... quand vous avez un baril de Brent à 83 au lieu de 116 ou 130, même à un moment donné, c'est sûr que les prix vont baisser. Oui, mais aujourd'hui, on verra. Enfin, je veux dire, on verra la situation internationale. Moi, je dis merci à personne, pas plus à M. Trump qu'à un autre. Mais en tout cas, c'est ce qu'il ne faut pas dire. C'est pas au gouvernement qu'il faut dire merci, puisque le gouvernement a tranquillement attendu que ça passe. Bon, nous peut-être proposé... qu'il a été habile là-dessus en attendant, en jouant la montre. Il n'a plus que ça, l'habilité. Oui, le gouvernement, il gère les affaires courantes. Il les gérera encore pendant un an. Il les gère depuis un an, il n'a plus de majorité, il ne décidera absolument de rien puisqu'il n'y a plus la possibilité de décider de quoi que ce soit, donc il joue la montre. Bon, nous on avait fait une proposition qui, au moment où les Français souffraient de ce problème de pouvoir d'achat qui était lié au prix de l'essence, on avait proposé une solution pérenne qui était une baisse de la fiscalité le taux de TVA de 20 à 5,5%, ce qui visait surtout à un problème de fond, c'est-à-dire reconnaître que l'énergie est un produit de première nécessité. C'était ça. Et c'est d'ailleurs ce changement de doctrine et fiscale qui nous aurait permis de faire passer également cette solution auprès de l'Union européenne. Donc il y avait tout un raisonnement derrière cette mesure qui était avant tout une mesure de sauvegarde du pouvoir d'achat des Français. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, on est d'accord. Attendez, Monsieur Trump parle beaucoup, il parle souvent rapidement. Vous voulez dire que vous attendez à ce qu'il reprenne la guerre ? Attendons, mais j'espère pas. Nous nous félicitons tous de cette perspective de paix, mais pour l'instant, nous sommes dans une perspective de paix. Attendons quelques semaines. Nous avons très bien vu qu'il y avait un délai et tout. Faisons le point dans un mois. Mais évidemment que nous souhaitons, dans l'intérêt de tous, que cet espoir de paix se concrétise. Pour l'instant, ça ressemble plus à un cessez-le-feu qu'à autre chose. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut très bien faire finalement passer à l'as cette aide qu'il avait promis ? Oh, c'est très possible. L'aide des grands rouleurs. Compte tenu de l'état des finances publiques et de l'incapacité du gouvernement à faire de véritables réformes et de véritables économies, il est très probable que ce soit qu'on arrive très vite à récupérer ça, qu'on reprenne d'une main ce qu'on avait s'apprêté à donner aux Français. Et pour vous, ce serait un scandale ? Ce serait quelque chose de... ou pas ? Enfin, tout ce qui peut alléger le fardeau des Français et tout ce qui peut améliorer le pouvoir d'achat est bon à prendre. Donc, je préférais... Non mais vous voyez, Joseph a raison de vous poser la question, parce qu'on a l'impression que vous êtes dans la même résignation et le même désarroi que les Français. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de contre-force politique qui disent « Mais attendez, vous ne pouvez pas agir comme ça, c'est pas digne d'un gouvernement. Et d'ailleurs, on va saisir je ne sais pas quelle instance pour dire que vous n'avez pas le droit de faire un truc pareil. » C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait, saisir de toutes les instances possibles, imaginables. Vous voulez saisir quelle instance dans ces cas-là ? Vous avez un système aujourd'hui qui est verrouillé par un exécutif qui est là depuis 9 ans.
vous avez une solution, le bout du tunnel, qui s'appelle l'élection présidentielle, qui arrivera maintenant dans moins d'1 an. Mais d'ici là, à part faire notre travail d'opposition, continuer à le faire, continuer à dénoncer, continuer à proposer, nous ne pouvons faire que ça, mais nous le faisons. Georges Fenech. Oui, en fait, vous appelez à la prudence, en réalité, même si vous félicitez, bien entendu, d'une fin possible de c'est-à-dire, je dis bien possible parce qu'en réalité, c'est ce que vous dites, me semble-t-il, c'est que rien n'est acquis dans la mesure où, ne serait-ce que sur la question du détroit, le détroit, Trump nous dit nous allons l'ouvrir sans péage. Et vous avez tout de suite derrière les Iraniens qui disent non, il y aura aussi une fiscalité, il y aura un impôt, il y aura un péage, quoi. Hein. Donc vous voyez qu'on est sur un accord cadre, c'est ce que vous pensez, qui n'a pas finalisé les points essentiels, notamment le nucléaire, le détroit d'Ormuz. Donc on est toujours suspendu. D'abord vendredi, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous n'attendez pas finalement que les GI fassent demi-tour avec leurs navires, leurs hélicoptères, pour être certain que la guerre s'arrête, quoi ? Évidemment, on est dans un cadre de négociation. On est dans un cadre de négociation. Ce qui veut dire que tout peut encore s'envenimer, reculer d'ici quelques semaines. Donc soyons prudents. On a l'habitude du tempérament de Donald Trump. On a l'habitude d'avoir des annonces à répétition. Je rappelle que c'est un président qui se prépare à des élections de mi-terme. Il a besoin que les Américains besoin d'un signal. Exactement, que les Américains entendent que ça y est, c'est réglé. Joseph. Pardonnez-moi, plus globalement, Trump, il vous déçoit, ou pas ? On s'attendait. On n'attendait pas grand-chose parce qu'il fut une époque où on se souvient où Marine Le Pen allait à la rencontre de Donald Trump. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Oh, c'était il y a très longtemps, c'était pas lors des dernières élections, c'est lors des élections. Pardonnez-moi de ne pas avoir la mémoire de poisson rouge. Excusez-moi. Vous avez raison. Donc on n'avait pas de candidat, on n'avait pas de champion. Lors des élections américaines, on a toujours expliqué que nos élections, elles étaient françaises, que la France n'a pas un parti. Vous aviez quand même une petite préférence à la deuxième élection entre Kamala Harris et Donald Trump. Écoutez, moi j'ai regardé le bilan de Trump lorsqu'il était président, notamment le bilan en matière d'économie, le bilan en matière géopolitique. Il était moins mauvais que bien d'autres présidents des États-Unis. Donc vous aviez peut-être une petite préférence après 4 ans de Joe Biden. Oui, mais je ne suis pas américain. Si j'étais américain, j'aurais probablement plutôt voté Trump que Kamala Harris. Même si vous n'êtes pas américain, vous avez le droit de vous intéresser aussi à la vie. Parce que dans ces cas-là, je fonctionne en tant que Français vis-à-vis des intérêts français. Vis-à-vis des intérêts français, quel était le meilleur président américain ? Ça, je ne sais pas. On était plutôt réservé. Et on ne voulait pas choisir un président qui allait après jouer contre les intérêts français. Les deux ont joué contre les intérêts français. Ce qui peut arriver parce que, par définition, le président américain, il défend les intérêts américains. Parfois, c'est contradictoire avec les intérêts français. Ça s'est vu avec les deux présidents républicains et démocrates. Pardonnez-moi, plus proche des intérêts français. Je vais vous parler du Liban. Le fait que le Liban soit le grand absent de cet accord, qu'est-ce que vous en pensez ? Le Liban, ça fait longtemps que malheureusement ce pays n'est plus souverain, que ce pays est un théâtre de guerre, que ce pays est sous la tutelle, pas plus du temps, de l'Iran, évidemment, du Hezbollah, qui subit les pressions de part et d'autre. C'est un immense gâchis, le Liban. Le Liban, ça a été... Mais la France participe à la reconstruction du Liban avec notamment une mission de l'ancien ministre, M. Le Drian. Oui, il faudrait... de la coupe aux lèvres, il en reste encore beaucoup. Aujourd'hui, considérer que le Liban est de nouveau un État souverain qui peut être reconstruit, on en est malheureusement et évidemment. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est de l'argent perdu pour vous ? La France ne devrait pas aider le Liban ? Non, je pense qu'il faut aider le Liban. Je pense qu'il faudrait un petit peu plus affirmer notre volonté politique. Lorsqu'on aide un pays, on vérifie que l'argent peut être utilisé dans un cadre sécurisé par un État indépendant. Et ça, ces conditions ne sont pas remplies. C'est l'un des nombreuses expressions de la faiblesse diplomatique de la France aujourd'hui. Mais vous comprenez, alors même si vous êtes français, mais vous comprenez la position de certains ministres du gouvernement Netanyahou qui disent qu'il faut de toute façon, c'est d'ailleurs l'avis de la population israélienne, qu'il faut poursuivre la guerre au Liban. Bon, moi je ne vais pas m'exprimer sur le fait qu'il faut poursuivre ou non la guerre au Liban. Je suis député français, je ne suis pas... vous avez le droit d'avoir une opinion sur... En matière diplomatique, vous vous adresserez à Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui normalement dans quelques mois seront en charge de ces décisions-là. Aujourd'hui, le Liban a été un foyer terroriste. Il fallait
chercher les terroristes là où ils sont. Une guerre ad vitam aeternam au Liban, c'est pas. Les terroristes sont toujours là. C'est pas la Et solution. le Hezbollah Les aussi. Hezbollah Enfin, aussi, et c'est pour ça qu'Israël a décidé de continuer le conflit. Oui. Nous allons parler précisément de l'affaire Liana, du traumatisme qu'elle a provoqué en France et du tsunami aussi qu'elle engendre, puisque c'est un branle-bas-combat général. Gérald Darmanin, comme l'a dit Maël, a écrit au magistrat. On apprend par ailleurs qu'une nouvelle affaire accable le suspect numéro 1, Jérôme Barella, une petite fille de 11 ans qui affirme avoir subi des attouchements lors d'une soirée pyjama à l'été 2025. On est à plus de 10 plaintes maintenant à l'encontre de Jérôme Barella. Emmanuel Macron a réagi tout à l'heure sur TF1 à Évian alors que s'ouvrait le G7. On a fait de multiples lois depuis 2017. Depuis que je suis président, on a augmenté, comme on ne l'avait jamais augmenté, le budget de la justice. On a embauché des milliers de policiers et de gendarmes. Quand j'ai été élu, en 2017, il y avait moins de monde dans les prisons qu'aujourd'hui. 7% des gens qui étaient dans les prisons l'étaient pour des violences sexuelles et sexistes. Aujourd'hui, 3 fois plus. Donc, il faut déjà le respect, la considération, l'affection pour la famille. Ensuite, permettre à la justice de faire son travail sur ce qui s'est passé. Et attendons. Voilà donc Emmanuel Macron qui prend la parole sur cette affaire alors que la semaine dernière, et ça nous avait tous à tout le moins interloqués, il avait dit qu'on ne répondait pas à un drame par des cris. Aujourd'hui, Madame Bréjon s'est exprimée à la radio en disant qu'il s'adressait aux politiques. Oui, Il aurait fallu nous le dire quand même dès le début à ce débrief du Conseil des ministres mercredi. Qu'est-ce que ça représente pour vous la gestion de cette affaire, Franck Alizot ? Comment dire ? Ça commence par un soupir. La queue de comète d'un système, le résultat de 40 ans de laxisme. Et M. Macron, on le sait depuis le début de cette fin de règne qui n'en finit pas, qu'il est la queue de comète d'un système. N'en déplaise au président de la République, il y a aujourd'hui en France, rapporté au nombre d'habitants, 2 fois moins de magistrats que dans la moyenne européenne. N'en déplaise au président, il y a 3 procureurs pour 100 000 habitants. Vous comprenez bien que du coup, le procureur de Marseille, qui fait un travail formidable, qui fait tout ce qu'il peut, mais il ne peut pas grand-chose. Donc ça, c'est le premier problème. Là, il parle des moyens, mais évidemment que les moyens, l'ensemble des dépenses publiques, le budget de la police et de la justice, rapporté à l'ensemble des dépenses publiques en France, c'est 2%. 2% des dépenses publiques qui sont affectées à la justice et à la police, 1% du PIB. 1% du PIB. Il y a, sous le général de Gaulle, il y a 50 ans, il y a 60 ans, c'était quasiment 10% des dépenses publiques, de l'ensemble des dépenses publiques, qui étaient consacrées aux régaliens. Donc évidemment que l'État n'est plus là où il faut, et il est là où il ne faut pas qu'il soit. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. J'ai entendu le Premier ministre d'être pas tout à fait, être plutôt d'accord pour la perpétuité réelle. Et j'ai envie de dire, là, typiquement, tout à l'heure, vous disiez, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore un an ? Là, typiquement, ça, on peut le faire, vous voyez ? Ça, faire une loi pour établir la perpétuité réelle en France, on le peut parce qu'il a une majorité pour le faire. Parce que vous imaginez bien que s'il présente un tel projet de loi à l'Assemblée nationale, on voterait pour. C'est dans le projet de Marine Le Pen, c'est soutenu par notre parti depuis très longtemps. J'ai calculé, c'est pas très compliqué, si le bloc central lui est fidèle, plus les Républicains, j'imagine qu'ils ne vont pas voter contre, plus nos 140 députés avec l'UDR, il a une majorité de 350 députés pour voter cette loi. Qu'il le fasse, qu'il la présente en tant que Premier ministre. C'est un appel que vous lancez ce soir sur Pour Europe 1. le coup, c'est une telle évidence. Il paraît que nous sommes tous d'accord là-dessus. Eh bien, allons-y. Voilà, Georges Fenech. Écoutez, le président de la République, on vient de l'entendre, dit, mais depuis 2017, on a voté de multiples lois. Sur le plan budgétaire, c'est vrai qu'il y a eu des budgets plus renforcés, mais on est loin, loin du compte. Mais quelles sont ces multiples lois ? Suppression des courtes peines d'emprisonnement. Je vous parle des deux mandats de Mme Belloubet et M. Dupond-Moretti. Suppression des courtes peines d'emprisonnement, création extraordinaire, il fallait y penser, de la césure du procès pénal pour les mineurs qui ne reçoivent même plus une condamnation à l'issue du jugement. Il faut attendre 9 mois pour savoir à quoi éventuellement ils seraient condamnés. Transformation de toutes les peines de moins de 6 mois immédiatement en autre chose, n'est-ce pas ? Et je pourrais encore égrener, ce sont des lois d'affaiblissement
de la répression pénale qui est en quelque sorte dévitalisée. La peine n'a plus aucun sens. Voyez-vous, l'absence de construction, évidemment, de places de prison. Il nous faudrait 40 000 places de prison aujourd'hui. Il y en avait promis 15 000, il en a fait 3 ou 4 000 peut-être. Bon, tout cela montre bien qu'il n'y avait pas de prise en compte de cette question de ce qu'il appelle lui-même, d'ailleurs, le brainwashing, c'est-à-dire vous êtes en train de parler de choses à longueur de journée qui ne le méritent pas, finalement. C'est fait divers. Et quand il parle des cris, en réalité, il y a un rattrapage au niveau, il a voulu dire que, mais qui est-ce qui a crié après la mort de la petite Luana? Qui est-ce qui a crié? C'est les familles qui se sont retrouvées devant les tribunaux pour crier leur douleur, leur souffrance, leur colère. Et c'est normal. Et un président de la République n'a pas à, comment dirais-je, à mépriser cette colère et cette souffrance. C'est en cela que, pour moi, c'est une faute morale et politique. Oui, c'est les fameuses petites phrases à la volée. Joseph Massescaron. Moi, je suis en attente d'un discours, non pas qui est légitime, entendons-nous, non pas sur, en effet, la fin des systèmes, et je comprends tout à fait votre impatience, puisque c'est quelque chose, le délitement est tellement c'est du jamais vu dans l'histoire récente de la Ve République, ce délitement. Donc il y a le délitement, il y a en effet la question budgétaire, mais sur cette question particulière de pédocriminalité, j'attends un discours. Parce que ma question est simple. La France, pendant des décennies, a accepté d'une manière sourde, venant de la droite comme de la gauche, et pas simplement de l'extrême gauche, un discours, extrêmement laxiste sur cette question-là. Donc j'attends une réponse. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent attendent aussi ce type de discours. Vous ne trouvez pas? Franck Alizio. Si vous vous souvenez, puisqu'on a tous les deux de la mémoire, la première à avoir porté ce discours, Denise Bombardier. il y avait également Marine Le Pen qui l'a sorti, qui le tient depuis très longtemps. Vous vous rappelez combien c'était gênant lorsqu'il y a eu les affaires autour de M. Cohn-Bendit, toute une série de choses. À chaque fois qu'il y a eu une personnalité publique, il y avait une forme d'édredon là-dessus, en effet, la société française. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que Mme Le Pen et M. Bayrou étaient sur la même ligne. Exactement, tout à fait. Tout à fait, vous avez raison. Oui. Et M. Bayrou, d'ailleurs, a été allé au clash sur un plateau de télévision avec Cohn-Bendit, qui lui dit « t'as pas le droit de dire ça ». Tout à fait. Et il y a 20 ans, c'était exactement, c'était un interdit, il fallait absolument... Et puis après, il y a eu les affaires Matzneff, etc., qui ont vu que dans un certain monde culturel, il y avait une sorte d'omerta, je reprends votre mot, d'édredon là-dessus. 20 ans que Marine Le Pen le dit parce qu'elle est mère de famille, le dire parce qu'elle n'a pas l'habitude de se cacher, de ne pas dire les choses et de mettre comme les autres la poussière sur le tapis. Et quoi aujourd'hui, Franck Alizio? Est-ce que le scandale d'Outreau a changé les choses? Et je m'adresse aussi à Georges Fenech, parce que j'en ai fait partie de cette commission. C'est ce qui revient ces derniers jours en disant, mais vous comprenez, à un moment donné, on n'a plus cru les enfants, ce qui est terrible, ce qui est totalement effroyable. Alors c'est vrai qu'il y a eu une difficulté dans le recueil et la parole des enfants dans l'affaire d'Outreau, qui a peut-être rendu encore plus difficile, mais je voudrais quand même dire qu'à la suite de cette commission, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits, notamment la création des centres Mélanie, vous vous souvenez, où on recueille la parole. Dans des conditions très spécifiques. Des conditions, je dirais, très réglementées, très formatées, avec aussi des caméras, tout ça avec savoir comment ouvrir des questions à un enfant, ne pas l'amener à... pas le brutaliser. Non seulement le brutaliser, mais l'amener à dire des choses qu'il ne voulait peut-être pas dire. Donc c'est tout un travail de spécialiste, le recueil. Alors Outreau, effectivement, a fait un peu de mal à la parole de l'enfant, on a désacralisé en quelque sorte, mais en même temps on a créé les outils pour justement combler cette... Nous sommes d'accord, mais il y a la parole des enfants, et puis aussi, pardonnez-moi, il y a la parole des médecins. Quand les médecins attestent qu'il y a eu en effet des pratiques de lésions, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement abominable, sur l'INA, qui ont été commis, ou même d'ailleurs, dans cette affaire qui est un scandale absolument total, qui est celui du périscolaire à Paris,
franchement, là, il n'y a pas de parole d'enfant qui est en cause. Il y a des paroles de médecins qui constatent, tout simplement. Et qu'est-ce qui est suivi ou pas suivi derrière? Qu'est-ce qui est suivi ou pas suivi? Et là, alors que le président de la République, tout dernièrement, sur le sujet de l'antavirus qui est passé comme un petit nuage à un moment donné, il a dit, vous savez, moi j'écoute la science. Alors là, pour le coup, il faudrait peut-être écouter la science. Il faudrait écouter les médecins. Bien sûr, il faut écouter les médecins. Et j'ajoute que les peines qui ont été prononcées contre les premiers condamnés dans le périscolaire à Paris sont scandaleuses. 1 an avec des sursis, je crois, pour là, c'est pareil, des agressions sur des enfants. Et pourquoi, Georges, vous qui avez été magistrat, pourquoi? Je me l'explique pas. Ah ouais? Ce que je ne m'explique pas non plus, c'est l'omerta de Madame Hidalgo, de l'actuelle maire de Paris aussi, qui vont finir par être entendus par la justice. Ouais. Et ben la commission d'enquête au Sénat menée par Agnès Evren. Non seulement la commission d'enquête, mais la justice qui est saisie. Voilà. Et on peut aussi égrener, l'affaire Epstein, si on veut, puisqu'il y a des mineurs, évidemment, qui sont concernés, je le rappelle. Il y a des mineurs qui sont concernés. Et ça, c'est un dossier tentaculaire. Et que la France est un terrain de chasse. Moi, la question qu'on peut se poser vraiment, c'est est-ce que aujourd'hui, la France n'est pas devenue un terrain de chasse particulier pour... c'est un sujet... Juste un dernier mot, attention à ce qu'une affaire ne chasse pas l'autre à chaque fois, parce que là, qui parle encore de l'affaire du périscolaire à Paris? On a l'impression où ça en est, est-ce que ça va être suivi, où nous en sommes? Moi, par exemple, il y a 6 mois, dans mon département, dans les Bouches-du-Rhône, il y a eu un scandale, l'aide sociale à l'enfance. Ça a été un scandale, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Où on en est? Alors moi, on sait qu'il y a un avocat sur le dossier. Enfin, c'était hallucinant. Jeune fille de 13 ans qui disparaissait, qu'on les retrouvait 6 mois plus tard dans des réseaux de prostitution. On les arrachait. Le proxénète revenait la chercher pour la... Enfin, c'est des choses hallucinantes. Donc attention à ce qu'une affaire ne chasse pas l'autre.